industriel, recherche. Ça, public-privé, hein, c'est pas le sujet. Et ça, effectivement, on a un problème, effectivement, de lieux communs ou sur lesquels, effectivement, on puisse partager des projets et faire partager après la communauté sur la data qui pourrait en résulter. On a un problème de data en France, hein, c'est la culturation de la donnée, c'est pas notre truc. Hein. Et ça, il va falloir s'y pencher assez sérieusement d'ailleurs. Juste pour revenir sur la question si vous permettez. Oui, je vous en prie. Mais en 2 secondes, juste pour vous dire sur la. Alors, je reviens sur le propos effectivement que tout à l'heure. La qualité, pour moi, si on devait retenir un levier, c'est RH. C'est formation professionnelle, plus. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de pénurie qu'on a aujourd'hui, on pourra se raconter toutes les histoires que l'on veut, on pourra écrire tout ce que l'on veut sur les sujets, et des beaux sujets, hein. Mais tant qu'on n'aura pas les professionnels, tant qu'on n'aura pas pris soin de nos professionnels qui pourront prendre soin des patients, on aura toujours un sujet. Et c'est vrai que Parcoursup interroge, très clairement. Bon. Et en fait, j'ai envie de vous dire, je ne suis plus sûr aujourd'hui que ce soit un problème d'attractivité. Je m'interroge, hein, autant effectivement ça fait partie d'un vocable assez automatique au départ, j'en suis plus aussi certain, simplement parce que quand vous voyez effectivement les orientations sur Parcoursup, les parcours santé sont très très importants. Par contre, ce que l'on observe, c'est que d'abord, on n'a plus le même process où on avait les fameux entretiens après effectivement l'entrée d'école qui n'existe plus. On observe plus de 30 à 40% d'abandon dans les cursus, des abandons qui sont des abandons soit parce que la profession n'est pas celle qu'on avait envisagée, soit parce que c'était des parcours par défaut, hein, puisque le système Parcoursup vous invite effectivement à faire des parcours quand même par défaut. Et puis après, il y a aussi l'étudiant qui rentre pour aller chercher un niveau licence et une fois obtenu, va prendre d'autres orientations. Donc là, on a un vrai sujet, effectivement, de revoir le socle de la formation, avant même, effectivement, d'évoquer tous les sujets de formation professionnelle continue. Merci beaucoup. Bernard. Et moi, je réponds aux 3 questions qui ont été posées, alors peut-être un peu dans le désordre, mais quand même. Bon, l'attractivité pour les médecins, de mon point de vue, et dans les expériences que je mène sur le terrain aujourd'hui, elle est claire. C'est qu'il faut dire à cette génération qu'ils vont avoir un métier qui est passionnant, qui va être varié, hybridé. Et pour moi, il n'y a pas de frontière entre le public et le privé. Il faut définir le territoire, le besoin du territoire, et les emmener à avoir des activités, puisqu'il y a toujours un problème de rémunération et qu'on a des difficultés à casser ce moule. Il y a des solutions pour pouvoir effectivement hybrider les rémunérations et les emmener à avoir des activités qui sont différentes les unes des autres et leur offrir ce choix-là. Il y a 60% de femmes qui sont formées à la médecine et donc ça nécessite vraiment qu'on soit créatif en matière de propositions concrètes. Et des propositions concrètes, il y en a. Dans la loi de 2016, pour les radiologues, il y a une structure qui s'appelle le projet d'imagerie médicale partagée, c'est ça, et donc qui permet effectivement cette mixité. Et les décrets sont sortis, on peut l'appliquer, et si on transfère, on peut trouver des modèles pour faire de la chirurgie, etc. Donc ça, je pense que il faut y aller. Voilà, il ne faut pas encore se poser la question de savoir si par le haut, on va avoir une série de propositions. Deuxièmement, vous parliez des pratiques. Et moi, je pense que là, on a un vrai sujet. Il est évident que depuis longtemps, on a ce sujet. Mais maintenant, on commence à avoir ce sujet articulé sur le numérique. Et donc, sur une forme de transparence de la donnée d'un praticien à l'autre, d'un intervenant à l'autre, que ce soit du soin ou de la santé. Et là, on a une espèce d'impact en cascade. Premier impact, c'est on nous annonçait en 2016 que 40% du temps des radiologues allait être utilisé à regarder des algorithmes qui faisaient le diagnostic à leur place. Bon, maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que le numérique impacte sur la pratique. C'est-à-dire que je ne travaille plus de la même façon quand j'ai du numérique à ma disposition, à condition que ce soit utile, utilisé, utilisable. Donc, ça, c'est un premier point. Si je change ma pratique, mon métier va changer. Si moi, je change ma pratique, si tous mes collègues dans ce qu'ils font changent leur pratique, alors le métier va changer.
Et le troisième impact, il est très clair, c'est que si les métiers changent, on va changer les organisations entre les différents acteurs. Mais ce qui est nouveau, très nouveau, et c'est ça que le territoire nous impose, quelle que soit son étendue, c'est pour ça que je parle souvent de territoire intelligent, en me disant peut-être qu'on pourra être intelligent pour articuler les territoires, c'est que la communauté des personnes qui sont impliquées dans les pratiques, les métiers et les organisations, cette communauté, elle est faite d'un nombre incalculable de personnes sur un territoire. C'est plus l'équipe de cardiovasculaire de tel hôpital qui est différente de l'autre hôpital, etc. On commence à transversaliser et on voit bien que chaque individu est projeté dans un espace dont il n'a pas conscience, dont il n'a pas les limites et qu'il faudra bien définir dans les années qui arrivent, peut-être à l'année mandature. Moi, je reprendrai complètement derrière, parce que ça interroge, encore une fois, ça interroge vraiment la structure profonde et notre éducation. Notre éducation, en fait, à prendre soin. Parce que autant on veut et on demande du leadership, autant on ne travaille pas le followership. Et savoir suivre, en fait, savoir être dans un quotidien où il y a des incertitudes qui sont portées par des chefs, qui sont portées par nos supérieurs, qui sont portées par le groupe, c'est important. Prendre soin, c'est d'abord une qualité de présence, mais la première qualité de présence, c'est réellement à soi-même. Il faut s'aimer pour pouvoir donner. Il faut avoir pour pouvoir donner. Donc d'abord prendre soin, et ça on rejoint directement la qualité de vie au travail. Mais on est dans un système où on parle beaucoup de numérique, et la transformation depuis 50 ans du numérique, à mon avis, change profondément notre rapport, en plus avec on est handicapé par notre luxe, hein, par tout ce que l'on a, notre rapport en fait très, très viscéralement, c'est-à-dire on est dans un monde binaire, voire même unitaire, où finalement on renvoie, tu dois me donner. Et les soignants, on voit souvent, le système doit, mais moi qu'est-ce que je dois au système? Je dois prendre soin du système. Donc un système unitaire, ça c'est la cata. Le système binaire, 0-1, c'est l'avènement du numérique. Moi je propose un système ternaire. Système ternaire, en fait, on doit rester moi, toi, le patient, le proche aidant, le système. À chaque fois que dans notre réflexion, il manque un des trois éléments, dire rapport avec nos partenaires, par exemple, il manque le patient ou le proche aidant, on est cramé. À partir où je parle, moi, de mes soignants aux urgences, je leur dis, il faut que vous appreniez à mettre les patients en UHCD administratif, parce que sinon on perd des sous et qu'on ne prend pas soin du système, on est cramé. Oui, mais nous, on est qu'à la clinique. Le chirurgien, le truc l'urgentiste qui oublie de valoriser le système, qui oublie sa qualité au quotidien, qui est la plus belle définition de la qualité, c'est ce que l'on fait lorsque personne ne regarde. Et ben ça, on voit bien que c'est l'individu. Je ne sais plus qui a dit ça, mais je trouve que c'est très fort. Non, mais c'est ça. Ça montre bien qu'en fait, c'est l'individu qui est au cœur du système. La prise en charge du facteur humain est complètement délaissée, alors qu'on commence à faire des parallèles avec l'aéronautique. Et on voit bien que la démarche de l'aéronautique est très forte. Mais pourquoi? Parce que le pilote, quand il est dans l'avion et que l'avion se crache, il est dans l'avion. Nous, on a cette chance-là. C'est que lorsque l'avion se crache, on n'est pas dans l'avion. Et nous, nos erreurs, en tant que médecins, on les enterre. J'ai une minute pour je tuile. Donc c'est Ricoeur, effectivement, nous on est dans l'action de je tuile. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Hugues, parce que la question de la seconde victime, pour moi, elle est prégnante. Quand à un moment, l'équipe de soins s'embarque et est face à une situation de risque et qui est face à finalement une erreur collective, c'est non seulement la seconde victime, mais je pense déjà aussi à la troisième victime, qui est l'institution. Mais ce que je sais aussi, et là, dans la question de l'engagement, d'en servir, d'en être, c'est pas uniquement la position sacrificielle. Pour répondre, c'est que je sais aussi que quand nous sommes dans le système de santé, nous sommes là, pas parfois par hasard, pas complètement, mais si nous y restons, c'est par choix. Et ce que je sais aussi, j'observe, et là je vois aussi à la Croix-Rouge, dans les centres de formation, il y a des formations initiales, mais il y a aussi des formations continues. Et je crois énormément à la capacité tout au long de la vie, de la capacité à se projeter, à apprendre, à poursuivre. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on coupe ces plafonds de verre. J'ai été à un moment à 18 ans PACES, médecine, ou pharmacien, ou kiné, ou etc. Comment à un moment casser ces frontières parce qu'elles sont complexes. Merci beaucoup Gilbert. Alors peut-être un mot de conclusion de nos invités. Et Thérèse, tu vas m'en vouloir, mais on laisse peut-être l'échange à la pause ou tu as vraiment une question? Ah non, c'est pas une question, je veux témoigner. Peut-être tout à l'heure autour du café, s'il te plaît. Très rapide. Très rapide. Très rapide. Ah non, c'est pas possible parce que hier déjà,
j'ai dit à Rodolphe Bourré que j'en parlerai aujourd'hui puisque Bernard Castel a en fait complété. Ce que je voudrais, c'est témoigner d'un levier de performance du terrain complémentaire avec un levier de performance dans la formation continue. Je suis au comité de pilotage d'un master de coordination des trajectoires de santé à l'Université de Lille. Nous avons des personnels qui viennent de tous les terrains, aussi bien du territoire, les CHU, les CH, etc. Et nous avons remarqué avec le professeur Puisieux, qui est gériatre et donc directeur de ce master de coordination, que dans un contexte comme celui de Valenciennes, je suis désolée, mais je suis des Hauts-de-France, donc je connais Valenciennes, qu'un contexte comme celui de Valenciennes, où on a vu hier qu'il y avait des leviers de performance pour la qualité en fonction d'une certaine organisation, d'une certaine décentralisation. Aujourd'hui, Bernard Castel, vous nous avez donné un autre levier qui est celui de l'accompagnement, si j'ai bien compris, par la numérisation des projets que les personnels ont le droit d'anticiper et de mener. Et moi, de l'autre côté, au niveau du master de coordination, nous avons remarqué que des personnels qui viennent avec un projet, qui viennent faire un master en sachant ce qu'on va leur demander à la fin du master, en sachant quel poste ils vont avoir à la fin du master, nous avons un accompagnement qui est extrêmement positif et un accompagnement qui donne un vrai levier de performance. Donc on est là dans des complémentarités de levier de performance. Et j'insiste énormément là-dessus parce qu'on a 2/3 des personnels qui viennent dans ce master qui, en terminant le master, ne savent pas quel poste ils vont prendre et surtout retournent par exemple dans leur fonction d'infirmière ou dans une autre fonction. Comment voulez-vous être motivé pour la qualité des soins? Un autre exemple de partenariat, justement, de sortir des murs de l'hôpital. Alors, je retourne à ma question. Alors, conclusion. Un mot de conclusion. Un mot. Oui, un mot. Hugues. Et honte. Un mot de conclusion. Bon, voilà, il n'y a plus personne. Bertrand Sommier. Que ça soit une approche européenne ou pas. Je vais prendre l'aspect politique de Bertrand, 2 minutes. Valenciennes, c'est intéressant, mais il y a beaucoup à dire. Je pense que c'est une idée, c'est pas un modèle. Ça permet un certain nombre de choses, mais ça a aussi ses limites. Et donc, dans cette discussion autour de qui fait quoi pour qui, etc., qu'on a abordé tous ensemble, je pense que le modèle de la gouvernance des hôpitaux est une vraie question, mais elle est une question parmi toutes les autres questions qu'on a soulevées aujourd'hui. Et je crois qu'il est sage d'en rester là pour le moment, pour ne pas brouiller les cartes, pour ne pas perdre l'énergie qu'on a à donner à l'action. Merci beaucoup, Bernard. Mais Gilbert? Bon, je vais défaillir une des règles de la Croix-Rouge, qui est la neutralité. Au sein de la Croix-Rouge, il y a la mise en place d'intrapreneuriat. Je crois à la capacité à permettre à tout professionnel qui le décide à se projeter, à se donner, à prendre ses responsabilités. C'est un modèle qui fonctionne puisqu'il y a un laboratoire d'innovation qui peut être partagé avec le laboratoire. Je crois que l'innovation peut venir aussi par rapport aux équipes en leur donnant la capacité de prendre les clés du camion, les clés d'agir et le pouvoir d'agir. Parce que je crois que c'est la question de l'autonomie, empowerment, qui doit être un moment projeté à tous les niveaux, autant pour le patient que pour les professionnels. Et en même temps pour les équipes, les établissements, quand l'État doit mettre dans l'article 51 une possibilité d'agir. Merci Gilbert. Bertrand Sommier, un mot de conclusion? Une petite phrase? Me tentez pas. Non, je crois que après avoir entendu effectivement les uns les autres, revenons aux fondamentaux. Vraiment, reprenons effectivement les fondamentaux de ce que sont la qualité des soins, nos exigences, la complexité, encore une fois, au sens pas compliqué, mais au sens complexe qu'il faut appréhender comme tel. Revenons dans ces environnements-là, revenons sur les fondamentaux. Les fondamentaux, ils sont humains. Donc, et ça, il faut travailler sur tous les vecteurs, effectivement, sur les vecteurs humains. Merci Bertrand. Yann? Alors, nous sommes en Europe, donc je vais citer Goethe. Vous n'êtes pas les enfants de vos parents, mais les enfants de votre temps. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de s'adapter aux besoins et aux demandes de nos professionnels de santé et des citoyens et des patients de notre temps. Merci Yann.
Hugues. Moi, j'avais cité Saint-Exupéry, mais... Non, en fait, c'est tout simplement pour dire que nous, voilà, on hérite de ce que de la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte surtout à nos enfants. Et bon, c'est Saint-Exupéry qui a dit ça. Et je crois aussi qu'il faut voir aussi les modèles. Il faut s'ouvrir en fait aux modèles internationaux. Et il y a une anthropologie en fait de la santé qui est passionnante à voir. On est dans des systèmes où on demande beaucoup. On est dans un pays où on demande beaucoup au système. On voit qu'en gestion de crise, par exemple, quand on voit comment gèrent les pays du Maghreb, par exemple, des crises. La poussière n'est pas encore retombée, ils sont déjà sur les cravats en train de dégager, alors qu'en France, quand on a harmonie, on dégage, et puis on attend en fait surtout que les professionnels de santé arrivent. Donc voilà, donc je crois qu'il faut réengager en fait et remettre l'humain au cœur du système. C'est le remarquable travail sur toute une génération Y qui a fait le Boson Project, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les RH en fait, ils ont redéfini les RH modernes entre guillemets, et c'est extraordinaire en fait, tout ce que l'on peut trouver, c'est une mine en fait en innovation et en performance au niveau du facteur humain. Super, merci beaucoup. Nous remercions infiniment tous les intervenants sur la qualité de leur intervention. Merci infiniment, merci beaucoup. Vous restez Merci avec à nous pour la tous. séance photo. Séance Une photo. séance photo. Et on La pause pour les personnes qui nous suivent en ligne. Donc, allez prendre un café, reposez-vous, retrouvez-nous à 11h. 11h précise. Merci beaucoup. Merci À tout à infiniment. l'heure. Merci. Allez, séance photo. Merci. Prenez plaisir à cuisiner, j'adore cuisiner. J'adore, c'est un plaisir de cuisiner.
Voilà.